La province du Yorkshire en Angleterre était jadis aux prises avec de sérieux problèmes de mortalité. En effet, ces morts avaient, semble-t-il, de grandes difficultés à trouver le repos. Pire, c'étaient les défunts dont les méfaits avaient été les plus sordides et les plus fourbes de leur vivant qui semblaient tarder à rejoindre l'au-delà. Dans la ville de York, à la nuit tombée, chacun verrouillait ses portes au son lointain de l'aboiement des chiens, car on savait bien à cette époque que ceux-ci suivaient la dépouille ambulante de l'un de ces pêcheurs. Ceux et celles qui oubliaient leur verrou risquaient fort de se trouver en proie à l'un de ces marcheurs nocturnes qui poursuivaient dans la mort les mêmes méfaits qu'ils avaient commis de leur vivant. Plusieurs de ces êtres transportaient avec eux les maux propres aux morts vivants. Une odeur putride, un corps décharné et surtout le miasme de la peste. Un jour que le peuple en eut assez, l'évêque local convoqua la population au cimetière. Armés de pelles et de prières, les citadins ouvrirent une à une les tombes suspectes pour révéler, dans bien des cas, des cadavres semblant gavés du sang de leurs victimes. Des revenants. Bienvenue tout le monde au merveilleux mois de mai, mon mois préféré. C'est ton Comment mois ça va? préféré? C'est mon mois préféré, le mois de mai. Comment ça? Parce que c'est la saison des lilas. Ah, Et pour moi, genre, il y a quelque chose dans ma tête qui se réveille seulement avec l'odeur du lilas qui me fait imaginer un futur meilleur. Je ne sais pas comment, je sais pas comment appeler ça. Ça réveille les espoirs dans ma tête. Et hmm, c'est vraiment le mois de mai jusqu'à environ 10 juin. Là. C'est le mois que je préfère dans l'année. c'est beau ça. Écoute, des fois, j'ai un peu de poésie en moi. Ben, Euh, c'est bien correct, c'est parfait. Et toi, Sabrina, comment ça va? Ça va bien, ça va vite, ça, c'est ça. Des fois, la vie, c'est intense, mais on dirait que de revenir à cette petite bulle de podcast à chaque fois, Oui, un rendez-vous de me time. Je suis pas juste avec toi, je suis avec toi. Tu sais, je suis oui. pas juste seule, là, je suis avec toi, mais c'est un moment moment privilégié de hey, juste du fun, tu sais. Puis ça fait du bien. Eh bien, tu n'es pas la seule à vouloir revenir à un Ah, petit moment de me time, car aujourd'hui, de quoi on parle aujourd'hui, Sabrina? j'ai fait du segway sans le vouloir, c'est incroyable. On parle, on parle des revenants. In the morning I'll be gone. I'll be sleeping in my tomb. Sleeping in my tomb. Sleeping in my tomb. Oh, I invincible. Now we'll survive. Les revenants, les reveneux, comme on pourrait les appeler au Québec. Euh, on a eu une petite, un petit, des petites embuscades. On s'est fait ses propres jambettes dans la recherche sur les revenants parce que le revenant est à une intersection assez peuplée. Il est à l'intersection du spectre, du zombie et du vampire. Mais il est comme exactement au point entre ces entités-là. Même carrefour giratoire des fantômes, parce que ils sont tous dans le même coin, là, ils chillent autour de ce rond-point-là. Là. Exactement. Alors, pour les besoins de l'émission, définissons le revenant comme une entité physique, donc pas un fantôme, qui revient d'entre les morts avec généralement sa propre conscience. Donc, Donc, est-ce que techniquement Jésus serait un revenant? ben, selon la stricte définition que nous trouvons ici, Jésus serait un revenant, incluant certaines des caractéristiques associées au revenant, telles que les pouvoirs de régénération, ainsi que la mission incombée par une entité surnaturelle. Donc, vous l'avez entendu ici, Jésus, le OG Revenant.
Mais C'est pour, incroyable. mais, mais pour toi, Sabrina, qu'est-ce que c'est Le Revenant? Euh, ben, pour moi, c'est sûr que ça me ramène à des vieux films d'horreur où ce que le méchant meurt jamais, puis que c'est gossant, Ah, il revient tout le temps. Euh, Puis même dans certains, des gens qui n'ont pas nécessairement le titre officiel de revenant selon la description, mais que tu dis, voyons, il meurt pas, ce Moses-là. oui, Euh, parce que le ouais. slasher, en général, est peuplé d'entités qui flirtent avec le mort-vivant. Là, que Fait que je pense que ça me ramène à mes premiers instants de cinéma d'horreur où je trouvais que ça faisait aucun sens que le méchant ne meure jamais. Je pense que c'est ça ben pour oui, moi. puis il marche puis il rattrape du monde qui court. Là, c'est pas Tu normal, sais, cette histoire. ben oui, en marchant, c'est Ouais. ça. Ouais. Pour moi, Le Revenant, bon, j'en ai déjà parlé à l'émission, je pense à même 2 ou 3 reprises. Le Revenant a été quand même une partie significative de ma vie parce que il était au cœur d'une histoire qui a forgé ma fin d'enfance, début d'adolescence, que j'ai regardé, un film que j'ai regardé facilement une trentaine de fois, qui est Le Corbeau, The Crow, qui est réalisé par Alex Proyas, qui a été un film absolument fondateur pour moi et qui met en scène le personnage de Eric Draven, interprété par Brandon Lee dans son rôle final, qui revient d'entre les morts et pour assouvir une vengeance face aux gens qui l'ont tué, et lui et sa fiancée. C'est En bout de ligne, c'est ça, un revenant. C'est quelqu'un qui revient souvent pour des motifs personnels, mais mu par une force surnaturelle dans ce film-là. Le corbeau lui-même est comme le passeur entre le monde des morts et le monde des vivants. Et qui a été complètement bâclé dans le remake d'il y a 2 ans, tellement que j'étais furieux. Il y a quelques films dans la vie qui me rendent pas juste, je trouve pas juste qu'ils sont poches, je trouve qu'ils me mettent en colère. Et ça, c'en Ouais, je était un. comprends. Je comprends. Ça me met en colère. Alors, pour moi, Le Revenant, c'était ça. C'était la capacité de, pour une méchante bonne raison, franchir la règle infranchissable de la mort. Euh, et aussi, je vais en glisser un mot ici. Je ne sais pas si ça t'arrive, toi, Sabrina, de rêver à des personnes qui ne sont plus là. Mais, Ouais. mais dans le rêve, leur situation est pas claire. C'est comme moi souvent, comment ça s'explique dans mon rêve, c'est que les personnes reviennent, mais c'est comme si on les avait oubliées. C'est comme ah oui, c'est vrai, sont encore là. Hmm. C'était comme si c'était une erreur. Ils sont pas vraiment morts, ils sont encore là. Souvent, j'ai rêvé à mon père comme ça. J'ai rêvé à mon ancien chat. J'ai dit ah, Ah, on l'a oublié, la pauvre. Puis elle ah, revient. Puis elle a genre 40 ans, puis c'est le plus vieux chat du monde. Euh, oh. Excusez. Fait que ça aussi, ça contribue à l'esprit du revenant. Hmm. Et bien sûr, pour pouvoir parler plus en détail, il nous faudra plonger au cœur des origines. Les histoires de revenants, on en a parlé, on en a dressé un portrait déjà assez détaillé dans notre tout premier épisode sur les vampires. Parce que les mythes de revenants et les mythes de vampires, ben, ça se recoupe beaucoup. En fait, le terme revenant, c'est utilisé par plusieurs folkloristes, euh, tantôt pour parler justement de vampires comme en Europe de l'Est, tantôt pour parler d'apparitions ou de fantômes, tantôt pour parler de zombies. Vraiment, c'est utilisé pour quasiment l'ensemble des morts vivants euh, qu'on retrouve. Je vais donc me référer directement à Augustin Calmet, qui est notre OG moine qui a rédigé son traité sur les apparitions, les esprits et les vampires et les revenants de Hongrie et de Moravie en 1751. La majorité du savoir qu'on a sur ces créatures-là provient de ces écrits. Euh, et lui a vraiment fait une histoire détaillée de différentes traditions à travers l'Europe qui consistait à s'arranger pour que les morts ne reviennent pas. C'était quelque chose qui était très, très, très répandu dans l'Europe médiévale.
Et même, plusieurs historiens ont découvert que dans certaines tombes de l'Empire romain, euh, on retrouvait des rituels ou des mutilations de cadavres qui étaient très similaires à ce qu'on pouvait retrouver plus tard pour empêcher les cadavres de revenir d'entre les morts. Donc, c'était une peur qui était assez présente, l'idée que quelqu'un pouvait sortir de sa tombe euh, sans trop de cérémonie, juste revenir comme ça. Euh, une des histoires qui est la mieux connue, certaines des histoires qui sont les mieux connues, devrais-je dire, nous proviennent de William de Newburgh, qui, au 12e siècle, donc avant Augustin de Calmet, a compilé certains des récits les plus connus de revenants seulement en Angleterre. Et le revenant typique, je dirais, le revenant le plus emblématique, c'est celui d'un homme fourbe et pas très bonne personne qui aurait été jaloux de sa femme et aurait été, même au point qu'après sa mort, il serait revenu pour continuer à poursuivre et tourmenter les amants de sa femme. On dit qu'il sortait de sa tombe tous les mois et il était assez trousse. Il y avait des chiens qui hurlaient, puis il amenait une pestilence, il amenait la peste dans les villages, puis il annonçait, soit il tabassait avec ses poings. Ah, ça, c'est une caractéristique dont on n'a pas parlé du revenant. Il n'est pas en train de boire le sang ou de voler l'âme, il est juste en train de sacrer une mornif au monde autour de lui. Il n'est pas en train de. Sacré des volets. Il sac des volets, il donne des coups de poing, de pied, de membres, je ne sais pas. Et donc, il maudissait une rince aux amants de sa femme et quelquefois, il leur annonçait qui allait mourir de la peste. Pour s'en débarrasser, il a fallu que le village déterre le corps et le mutile à coups de pelle à aiguisage variable, selon William de Newburgh. Dans les mêmes récits, les mêmes compilations, il y en a qui seraient revenus, un homme défunt qui serait revenu après son enterrement dans le lit de sa femme, ce qui est une affaire assez terrifiante, juste se réveiller en plein milieu de la nuit puis voir quelqu'un que tu penses qui est mort à côté de toi. Un cauchemar. C'est ça. Et ce spectre-là, ce revenant-là en particulier, aurait étendu son champ d'action quelques jours plus tard à apparaître dans d'autres maisons ou dans d'autres lits. Et même pendant la journée, et la seule affaire qui a été capable de l'arrêter, c'est que l'évêque de l'endroit lui a mis une lettre pas d'excommunication, mais une lettre d'absolution sur son cœur dans sa tombe, et c'est ça qui l'a empêché de revenir. OK. Donc, qu'est-ce que ça nous dit à propos de nos revenants? Ça nous dit qu'ils sont essentiellement des êtres humains avec quelquefois quelques pouvoirs surnaturels, la capacité de se régénérer pour certains, la capacité certainement d'encaisser des tonnes et des tonnes de dégâts sans mourir à nouveau. Quelquefois, ils sont des mangeurs de chair, entre autres en Allemagne, le thème Nachzerer, mangeur de chair littéralement, ou en Grèce, Vrikolakos, qui sont justement des morts qui reviennent qui sont justement des revenants, mais qui, ceux-là, ont le goût de la chair humaine. Et ça les connecte avec les zombies. Mais il y a aussi une connexion certaine avec les vampires, puisque dans plusieurs cas, on raconte que le corps devient enflé de sang humain. Lorsqu'on ouvre la tombe du revenant, on se rend vite compte qu'il s'est repu, il a mangé pendant qu'il était réveillé, et donc sa panse est généralement pleine. Bon, c'est sûr que ça peut, s'il y a des spécialistes médicaux qui nous écoutent, ils savent qu'après la mort, souvent, les gaz internes de l'organisme ont tendance à gonfler la panse, donc est interprété comme ça l'est par la médecine médiévale.
Mais vraiment, ce qui est le plus persistant avec les revenants à travers toutes les différentes histoires, c'est la manière dont les mortels, dont les vivants en ont peur. Donc, des archéologues qui ont trouvé des tombes à travers l'Europe et particulièrement dans les pays qui avaient été nommés par Augustin Calmet euh, en Europe de l'Est, ont trouvé des modifications suivantes. Donc, des grosses pierres placées sur les jambes pour éviter que la personne se réveille, des bouches remplies de gravier pour éviter qu'il parle. Parce que ce que j'ai dit tantôt là, à propos de l'histoire de William de Newburgh, là, comme quoi les revenants pouvaient invoquer la peste, euh, il n'y avait pas la conscience des virus ou des bactéries à cette époque-là, et on pensait que le revenant pouvait simplement dire votre nom et vous conférer la peste juste en vous nommant. Et donc, il y avait du gravier dans la bouche pour éviter qu'il puisse le faire. Des corps emmurés derrière des briques, des morceaux de corps amputés. Puis, il y a certaines de ces tombes-là qui sont vieilles de plus de 4000 ans. Ça veut dire que c'est bien avant tout ce qu'on a comme écriture, comme récit. Ça veut dire que ce sont des pratiques qui étaient là depuis très, très longtemps. Semble-t-il que ce ne Hmm. soit pas rare que les gens se lèvent de leur tombe. Je sais qu'il y a des endroits où ce que les corps sont préservés presque parfaitement à cause d'environnements plus des sols plus prompts à ça, à conserver les corps. Donc oui. Puis, je sais que c'est le cas, entre autres, en Norvège et dans les pays autour de la Baltique où il y a beaucoup de sols argileux et tourbeux. Et ça a tendance à vider l'air. Si vous enfoncez dans un marécage dans ces eaux-là, il n'y aura pas d'air et ça fait il n'y aura pas de bactéries et votre corps va être préservé beaucoup plus longtemps. C'est ce qui fait que dans les pays nordiques, on en retrouve trois. Les Apterganger, qui littéralement marcheurs encore, donc revenants. Les Haugboy. Haugboy, c'est les habitants des tertres, c'est les habitants dans le fond, des endroits où on enterre les morts. Et les derniers qui seront familiers avec tous ceux qui ont joué déjà à Skyrim, qui sont les Draugr. Les Ben, Draugr, oui, ça te dit quelque chose? oui, ben c'est des marcheurs vikings qui protègent leur tombe, il me semble. Yeah, et c'était considéré comme des fantômes, des apparitions, mais avec une enveloppe physique. Et ils revenaient avec tout ce avec quoi ils étaient enterrés. Euh, Souvent, on dépeignait dans les pays nordiques ces créatures-là comme étant invulnérables aux armes. On ne pouvait rien leur faire. Il y avait seulement des héros qui étaient capables de les combattre si jamais le besoin se faisait sentir. La seule façon de les détruire pour toujours, c'était, et ça, je l'ai noté parce que je la trouvais intéressante, quoique je ne suis pas sûr que je la trouvais très viking, mais intéressante certainement. Il fallait décapiter le corps et placer sa tête entre ses fesses. Oh C'était boy. la seule façon de l'empêcher de revenir. Euh, Trop humiliant, fait que ça fait qu'il reste oui, c'est mort. ça, il n'ose pas. Il n'ose pas se relever. C'est juste, il ne peut pas être vu en public de même. Euh, En Finlande, il y avait toute une histoire autour des enfants morts-nés. Si ces enfants-là n'étaient pas baptisés ou ils n'étaient pas nommés par leur famille, ils pouvaient ils pouvaient pas nécessairement revenir, mais être habités par des esprits désirant la vie et venir hanter les familles. Donc, il fallait, même si c'était un enfant qui était mort, il fallait le pourvoir d'un nom et lui faire une sépulture euh, officielle, sinon c'était s'attirer sur soi le malheur. Ce qui m'a rappelé un épisode dans The Witcher, Witcher 3, qui est exactement cette histoire-là, sans doute la meilleure histoire dans ce jeu-là, Mhm. d'ailleurs, l'épisode du baron, du Bloody Baron. Euh, et le dernier que j'ai ici, c'en est un que j'ai trouvé très intéressant parce que c'est vraiment un tout-ski de morts-vivants, incluant les zombies, les loups-garous, les sorcières, les revenants, et c'est ce qu'on appelle le sous-criant ou le soukouya.
qui est directement des Caraïbes, spécialement Trinidad, la Guyane, la République dominicaine, les endroits où on parle français et on pratiquait jadis le vaudou. Hmm. Le sous-criant, c'est quoi? Alors, pendant la journée, ça ressemble à un vieil homme ou une vieille dame qui vit dans le village avec les autres et pendant la nuit, va retirer sa peau, la mettre dans un mortier et jaillir dans le ciel comme une boule de feu pour s'infiltrer par les serrures et les craquelures des maisons pour venir voler le sang des autres villageois. Qu'est-ce qu'il fait avec le sang? On dit qu'il va le remettre à Basile, le démon de la plante de coton, qui va leur donner des pouvoirs surnaturels. Et la seule manière d'exposer et de tuer cette créature, ce sous-criant-là, c'est d'entourer sa maison avec du riz. Et par pacte, le sous-criant va être obligé de ramasser le riz grain par grain. Ah Et oui, comme j'ai ça déjà entendu ça. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir le repérer. Ensuite, la seule manière de vraiment s'en débarrasser, c'est que pendant que la peau est dans son mortier, dans le mortier, il faut la pétrir et l'asperger de gros sel, du sel de mer. Et c'est ça qui va vous permettre de bannir le monstre de façon permanente. Je l'ai trouvé très, très spécial et complexe et original, ce sous-criant. Oui, mais j'ai déjà entendu ça, compter les grains de riz. C'est peut-être dans d'autres cultures, peut-être, qui ont ça. Que Mhm. j'ai déjà vu ça quelque part, mais je me souviens pas. C'est donc, moi, ce sont les exemples de revenants dont j'ai eu mot. Je sais qu'il y a un petit peu partout dans le monde, il y a vraiment une grande culture du revenant. Il y a vraiment une grande façon d'enterrer ou de placer les morts pour qu'ils ne reviennent pas. C'est vrai dans presque toutes les cultures. Et ça m'amène à notre façon, à nous, euh, ici, au 21e siècle, en Occident, de traiter les morts. Et ça va nous amener dans la section sciences. Hey, on est déjà rendu dans la section sciences. Wow, c'est fou, ça va vite. Ça va vite. Écoutez, il y a, comme je l'ai dit, on jongle avec l'intersection des différents monstres qu'on a eus. Alors, il faut simplement faire quelques ajustements pour le revenant, mais on a déjà dit beaucoup d'informations sur des monstres connexes aux revenants. Vous irez voir notre épisode sur les vampires, sur les fantômes, sur les zombies. Mhm. Et là, ça m'a soulevé une question, moi, cette histoire-là, de comment on traite les morts. Je me suis dit, si c'était une pratique qui était aussi répandue à travers le monde, il faut que ce ne soit pas juste quelque chose de culturel, il faut que ce soit quelque chose qui se produit pour vrai, que quelqu'un revient d'entre les morts, ou du moins, on pensait qu'il était mort, puis il revient. Ça doit arriver assez souvent, je pense, ou du moins plus souvent qu'on le veut. Et donc, je suis allé voir, on sait qu'il existe plusieurs cas de gens qui se réveillent d'un coma. D'ailleurs, fun fact, Sabrina, sais-tu qui a le record du coma le plus long et s'être réveillé, à avoir récupéré d'un coma? Je sais pas. Alors, plus long coma dont la personne s'est réveillée est détenu par Mounira Abdullah, qui a subi un accident de voiture en 1991 et qui s'est réveillée en 2018. Elle a passé 27 ans dans le coma. Elle a eu son accident à 32 ans et elle s'est réveillée dans sa cinquantaine. Je ne sais pas si tu peux imaginer la sorte de vie ou la sorte de choc que ça fait à nouveau. Hmm. Mais il faut dire que pour les comas, premièrement, on en parle quelquefois, on en entend parler quelquefois des comas, des personnes qui parlent d'un coma. Il y a quelques particularités au coma qui sont très, très longues qui font que ces gens-là restent sont maintenus sous respirateur artificiel. Ils continuent à avoir des soins. C'est que le coma n'est pas égal. Il y a quelquefois des soubresauts qui nous laissent croire que la personne pourrait revenir. Et beaucoup des gens qui ont subi des comas comme ça, bon, premièrement, il faut que vous sachiez qu'après
Après un certain temps, il y a des dommages cérébraux, c'est à peu près garanti. Mais de façon périodique, les médecins vont se consulter pour savoir est-ce que cette personne-là a des chances de s'en sortir. Et quelquefois, on va détecter de l'activité. D'ailleurs, certaines personnes qui se sont réveillées de tels comas ont dit qu'il y avait eu des rêves ou des visions ou des hallucinations. Il y avait eu une expérience pendant le coma. C'était pas juste du noir puis du vide. Il y a eu quelque chose qui s'est passé. Donc, il y a eu un retour d'activité sous plusieurs de ces cas-là. Mais moi, c'est pas ça qui m'a intéressé. Ce qui m'a intéressé, oui. Ouais, moi, j'ai un petit, top 5 de cas récents. Vas-y donc. Notamment en 2011, en Russie, il y a une femme de 49 ans qui est décédée d'une crise cardiaque. Ouais. Puis après, elle s'est réveillée lors de sa propre cérémonie d'enterrement en entendant les Wow. prières avant de succomber définitivement. Fait qu'elle est revenue, mais elle est repartie assez vite. Ça me semble que tout le monde qui fait un enterrement a peur d'exactement ça. Puis que ça arrive, imagine, Oh ça n'a mon aucun Dieu. sens. Ensuite, en Angleterre, en 2024, proche de nous, il y a Kirsty Bortoff, une mère de famille qui est revenue à la vie après un arrêt cardiaque de 40 minutes, une expérience qu'elle a décrite comme un retour d'entre les morts. J'ai ensuite, en République tchèque, en 2025, une femme de 88 ans déclarée morte par un médecin légiste s'est réveillée dans son cercueil devant les pompes funèbres. C'est fou. Puis, une femme en Thaïlande, une femme de 65 ans, dépressive et inconsciente depuis 2 jours, a été déclarée morte par son frère alors qu'elle était transportée vers le temple pour sa crémation et s'est réveillée dans son cercueil. Fait que c'est... Ah, puis oui, mention quand même honorable 2026. Donc, une dame de 94 ans en France, en région parisienne, est revenue à la vie sans aide médicale juste avant que les médecins ne signent son certificat de décès suite à une suspicion d'infarctus. Fait que c'est plus fréquent qu'on pense, les revenants. C'est tellement fréquent qu'il y a un nom pour ça. Ça s'appelle le syndrome de Lazare. Le syndrome de Lazare, c'est lorsque quelqu'un est déclaré mort, et ça, on s'entend dans la pratique médicale, après une tentative de ressuscitation de 5 à 10 minutes, le médecin peut vous déclarer cliniquement mort. Et le syndrome de Lazare, ça vient de Jack G. Bray, le docteur Jack G. Bray, en 1993, qui a décrit cette particularité-là de gens qui ont été déclarés morts et qui ont eu une interruption des soins, donc on n'a pas essayé de les ressusciter passer ça, et qui sont quand même revenus à la vie. Bon, tu l'as dit, il y a une grande différence entre être déclaré mort et être réellement mort. Mais vraiment, les cas que tu as décrits sont des cas où les gens se sont réveillés quelquefois plusieurs heures après leur décès, leur décès officiel, et quelquefois dans leur cercueil, quelquefois dans la morgue. Et le record qui est détenu pour la plus longue, la personne qui a passé le plus longtemps après avoir été déclarée morte et qui est revenue, c'est une femme en 2008 qui s'appelle Velma Thomas, 59 ans, de la ville de, tiens-toi bien, de la ville de Nitro, en Virginie-Occidentale. Elle est entrée à l'urgence, elle s'est fait administrer les soins, elle a eu 2 arrêts cardiaques, elle a subi une mort cérébrale observable, elle avait commencé à afficher des traces de rigor mortis, donc le corps qui a commencé à se figer puis à se vider du sang dans les extrémités, et elle s'est réveillée 17 heures après. Et là 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 là. C'est le record qu'on a observé et documenté. Cela dit, c'est pas rare que suite à des manipulations et des tentatives de résurrection, quelqu'un se réveille, soit maintenu en vie. Pour ça, je me tourne vers un cas particulier, parce que de façon générale, à partir du moment où votre cœur arrête de battre, il vous reste grosso modo 5 à 10 minutes d'activité cérébrale, au maximum 30 minutes, et à ce moment-là, vous allez avoir des pertes cognitives, c'est garanti. Mais selon le National Library of Medicine, en 2018, un homme de 31 ans aurait été ramené à la vie après plus de 8 heures et 42 minutes d'arrêt cardiaque.
dans ce temps-là, il y a eu les derniers 3h42 ont été un massage cardiaque continu. Mais ça veut dire qu'il a quand même passé 5 heures sans rien en arrêt cardiaque. Ce qui n'est pas supposé d'arriver. Mhm. Mais cet homme-là avait un secret, une manière de préserver son activité cérébrale malgré l'arrêt de son cœur. Est-ce que tu es capable de savoir c'est quoi qui scientifiquement explique qu'il ait pu être ramené à la vie? J'ai aucune idée. Eh bien, ça a rapport avec la manière dont son cœur a arrêté de battre. Ah, Il est... un arrêt cardiaque, je sais pas, Oui, carrément. il est arrivé en arrêt cardiaque, mais Ouais. normalement, quand votre cœur arrête de battre, d'abord, il y a une période où il fait juste comme stopper. Lui, son cœur a ralenti jusqu'à arrêter de battre parce qu'il était dans de l'eau glacée. Et c'est l'hypothermie qui l'a préservé. Wow. Alors, son corps était 10 degrés plus froid qu'un corps humain vivant. Et c'est ça, tous les scientifiques j'ai d'ailleurs j'ai une étude là, que je vais mettre dans le doobly-doo en bas. L'étude qui est menée par le National Library of Medicine, c'est la raison pour laquelle le système est resté viable, figé, mais pas mort, pendant les 8 heures. C'est parce qu'il avait été préservé en état d'hypothermie. Alors, il y a quand même des choses qui peuvent arriver, qui peuvent étendre la période de ressuscitable d'une personne, et ce qui pourrait expliquer que certaines personnes reviennent d'entre les morts longtemps après qu'on les ait crus décédés. Hmm. Et là, je veux juste pour préciser avant qu'on finisse la section science, ici, on parle vraiment de mort clinique. On ne parle pas de coma. On parle vraiment de quelqu'un qui avait tous les symptômes d'être en train de mourir et d'être parti et qui a été ramené. Donc, c'est plus fréquent qu'on pense. Culture. En termes de culture, c'est sûr qu'il y a beaucoup de... On pense tout de suite, là, on revient aux slashers, bien sûr. Les fameux slashers classiques, notamment Freddy ou Jason, qui ne finit plus, ils meurent pas, en fait, sont sont invincibles. Il meurt jamais. Mais ce qui est Ils meurent bizarre, jamais. ce qui est bizarre avec Jason en particulier, le slasher principal de Vendredi 13, la série des Vendredi 13, c'est que dans le premier Vendredi 13, il était mort. Il n'était pas là. Et il revient à la fin. Et depuis, il est jamais remort. Il revient tout le temps. D'ailleurs, c'est pas Oui. pour rien qu'en fait, justement, c'est Freddy contre Jason, là, parce que Ben c'était oui. les deux pas tuables, un contre l'autre, qui était un film très, très moyen et comique, surtout plus qu'effrayant. Oui, c'était plus un hommage qu'une Ouais. vraie expansion de cet univers-là. Mais je veux dire, Robert Englund dans le rôle de Freddy, ça vaut le Mhm. déplacement quand même. Absolument. Mais on en a ramené. En fait, on est devenu de plus en plus, comment je dirais, méta avec le slasher. Oui. Il y a un film qui est sorti et qui va avoir une suite qui est sortie dernièrement qui s'appelle The Rise of Leslie Vernon, où c'est exactement un film de Vendredi 13, mais tu restes du point de vue de Jason, du tueur, entre les meurtres. Donc, tu t'en vas jamais du côté des victimes, tu restes avec le point de vue du tueur, puis c'est tout le temps qu'il prend à marcher pour se rendre d'un point à l'autre, puis à quel point c'est méditatif son affaire. Mhm. On est devenu un peu méta, justement, avec ces slashers-là. Mais ça reste dans l'univers du revenant. Si on parle de revenant, je pense que indirectement, on parle de Frankenstein. On Oui. parle du Frankenstein de Mary Shelley. Mais C'est... est-ce que c'est un revenant s'il n'était pas vivant au départ? Mais il est Ben, c'est des plusieurs morceaux de plusieurs personnes. Ouais, je comprends. il est plusieurs morts qui sont Ouais. ramenés à la vie et qui ont une conscience, euh, et qui ont des sentiments humains. Tu sais, c'est pas un. Moi, je pense qu'ils se qualifient. Mhm. Le monstre, on s'entend, pas le docteur. Le docteur, c'est une autre affaire. Euh, Il y a. Il y a une histoire de H.P. Lovecraft dont je cherche le titre en ce moment. OK. À propos de un homme qui est dans un monde sans soleil,
perdu au fond des limbes et qui va découvrir une grande, grande tour qui monte vers le ciel et qui va OK. décider de faire l'ascension de cette tour-là. Et lorsqu'il arrive en haut de la tour, il pousse une porte très, très lourde et il finit par sortir de ce qui semble être une crypte. Et il va rentrer dans une fête où tout le monde va s'écarter sur son passage, et ce n'est que dans les dernières pages qu'il va découvrir son propre reflet et se rendre compte qu'il est une monstruosité, qu'il est quelque chose d'immonde et qu'il va s'en retourner dans sa tombe. Dans le fond, Hmm. c'est quelqu'un qui était dans le sous-monde et qui est sorti de sa propre tombe et qui a découvert qu'il était mort à ce moment-là. Il y a aussi, en littérature, certains des revenants les plus connus qu'on a vus à la fois dans la littérature et à l'écran, qui sont les fameux Nazgûl du Seigneur des Anneaux. Mhm. Les revenants qui ont tous, les humains qui avaient tous possédé un anneau de pouvoir, et ce qui les a ramenés à la vie ou maintenus en vie avec de plus en plus de capacités surnaturelles. D'ailleurs, c'est la femme de Peter Jackson qui aurait fait les cris des Nazgûl. Ah, on peut Ça voir serait pourquoi. plusieurs cris de elle mélangés ensemble qui feraient le fameux cri des monstres. Fun fact. On peut voir pourquoi il a été charmé. Je veux dire, Ouais. c'est quelqu'un crie comme ça dans votre oreille, mariez-la là, tout de suite. Euh, toujours dans l'univers du Seigneur des Anneaux, il y a bien sûr le jeu Shadow of Mordor qui met en scène le personnage de Talion qui est ramené à la vie et maintenu en vie par l'esprit de Celebrimbor, d'un ancien artisan elfe, qui donc est considéré comme un revenant. Il y a pas mal de revenants dans l'univers, dans la Terre du Milieu, c'est surprenant. Aussi, bon, on a parlé des différents slashers, il y en a plusieurs qui reviennent. On a parlé des Jason Voorhees, Mike Myers, Victor Crowley, Leslie Vernon. Il y en a quelquefois des moins connus, comme le tout nouveau Art the Clown, qui est le slasher des slashers en ce moment dans la série Terrifier. Ah oui, bien sûr. On en a parlé dans notre épisode sur les clowns. Oui. Il y a également, bien sûr, un film de Alejandro González Iñárritu qui s'appelle The Revenant, mettant en scène Leonardo DiCaprio. Mais je pense qu'on va lui enlever sa nomination parce que c'est pas un vrai revenant, c'est juste quelqu'un qui est passé très, très proche de la mort et Ouais. qui revient Tout parmi les à fait vivants. pareil. Ouais, c'est ça. Revenir, c'est large comme terme. Des fois, on peut être Ah. déclaré mort et revenir et ne pas l'être du tout. Euh, Il existe bien entendu énormément de jeux vidéo et de jeux de table qui mettent en scène des revenants. Il y a des revenants dans Shakespeare, il y a des revenants dans beaucoup de littérature. Beaucoup font affaire avec des morts qui sortent de leur tombe, incluant quelque chose que vous avez sous le nez depuis que vous nous écoutez, qui est la danse macabre de Camille Saint-Saëns, qui est la musique thème des Monstres dans le placard qu'on fait jouer à tous les épisodes C'est vrai. et qui raconte vraiment une danse dans un cimetière avec tout le monde qui sort de leur tombe et qui danse jusqu'au lever du soleil. Et ça, je sais qu'on en a déjà parlé dans notre épisode sur les zombies, mais la danse macabre de Saint-Saëns, ce n'est pas la seule danse macabre qu'il y a. Il y a également tout un mouvement des danses macabres qui était très présente dans l'Europe médiévale, qui entourait aussi la présence de la peste. C'était des fresques, un espèce de mouvement d'œuvres picturales qui dépeignaient les vivants et les morts dansant ensemble, alors que les vivants étaient en couche sociale selon leur rang, les papes et les nobles d'abord, suivis de la noblesse, suivis des bourgeois, suivis des pauvres. La mort, elle, tout le monde était égal. Et c'était un message pour la population de savoir que peu importe ce que vous croyez de la malchance et des malheurs de cette vie, tout le monde est égal devant la mort. Et je pense qu'on serait rendu aux recommandations. Oh là là.
Les recommandations, moi, je vais vous amener dans un répertoire niche de cinéma québécois. Ouh, c'est bien cool que tu nous amènes là. C'est très cool. Donc, en fait, je vous inviterai. C'est un film de 1999 réalisé par Louis Bélanger qui s'appelle Post-Mortem, qui met en scène notamment Sylvie Moreau dans les rôles principaux. Et c'est l'histoire d'un homme, là, attention, disclaimer, un homme qui travaille à la morgue. D'ailleurs, fun fact, apparemment qu'il y a beaucoup plus de femmes qui travaillent dans les morgues que des hommes pour des raisons éthiques et morales. Je vous laisse Ah, deviner pourquoi. ah. Ouais. Que les hommes seraient plus sujets à commettre des actes c'est ça, des actes de V après la mort. Alors, c'est une histoire qui apparemment serait basée sur une histoire vraie d'un homme qui travaille à la morgue, qui décide d'avoir une relation S avec une personne décédée, qui est justement une femme décédée, et ça la ramène à la vie. Et c'est complètement fou comme film. Il y a vraiment plein de twists scénaristiques. Le scénario, vous allez me dire, c'est complètement absurde, complètement improbable, mais c'est vraiment bon. Il y a des twists. Ça vaut vraiment, vraiment le coup d'œil là, dans les films underrated québécois, là. Donc, je vous recommande de regarder. Donc, avec Sylvie Moreau et Gabriel Arcan dans les rôles principaux, là. Donc, voilà. Très bien, très bien. Une suggestion québécoise, c'est toujours bienvenu. Une recommandation québécoise, c'est toujours bienvenu pour la culture. Euh, J'en ai une et demie. J'ai une recommandation et demie. Je vais commencer par la demi. Alors, j'avais déjà précédemment recommandé le film The Crow. J'en ai parlé au début de l'épisode, mais c'est un film, c'est un film qui m'a mis au monde. Alors, j'ai pas le choix de le recommander. Mais je vais faire une petite variation. Je ne vais pas recommander le film de 1994. Je vais recommander la BD sur laquelle c'est basé, de James O'Barr, The Crow. Qui est un peu, en fait, qui est assez différente du film et qui est vraiment plus une aventure du côté du deuil qu'une histoire de vengeance telle que mise en scène dans le film. On comprend dans la BD que de vouloir chercher vengeance, c'est pas quelque chose qui va vous rendre plus heureux. Mais pour ce qui est de faire l'expérience d'être un revenant, d'être un mort-vivant affublé d'une mission et de ne cesser de revenir d'entre les morts. Alors, vous allez découvrir que j'ai contourné ce sujet-là pendant qu'on parlait des jeux vidéo dans la culture, mais je vous recommande de prendre n'importe lequel des Dark Souls, mais spécialement le premier, parce que dans le premier, vous êtes littéralement hollow, vous êtes un mort-vivant. Donc, vous passez toute la première partie du jeu à vous créer un personnage, vous ajustez de quoi votre face a l'air, de quoi vous avez l'air. Et ensuite, on vous dit, c'est faux, vous êtes un zombie, vous avez l'air, vous n'avez plus de peau sur les os, et la seule manière de retrouver votre visage humain, c'est d'absorber une humanité. Et cette humanité-là va être aussitôt détruite lorsque vous serez tué. Et vous allez devoir retourner à l'endroit où vous êtes mort pour essayer de récupérer tout ce que vous avez perdu. Cette expérience-là, je suppose que c'est l'affaire qui doit se rapprocher le plus d'être un revenant dans la vie, de ne cesser encore et encore de revenir parmi les vivants, d'essayer de atteindre quelque chose qui va être passager, vous ne serez plus jamais vivant, mais vous allez essayer de retrouver peut-être une petite parcelle de cette vie. Alors, je vous recommande Dark Souls 1, le premier, qui va éventuellement faire avoir son propre. Jamais je croirais qu'il n'y aura pas son propre remake à un certain moment dans un avenir rapproché. C'est clair. Et c'est ce qui fait le tour de nos revenants et de notre première pleine lune du mois de mai. Mais ce n'est pas la dernière. Oh Oh non! no, Ce n'est pas la dernière, car à la prochaine, nous allons parler des griffons et Griffon. des animaux fantastiques. Oui, le griffon et les animaux hybrides, les animaux qui ont des morceaux d'autres animaux, les pégases, les Ça. chimères, les choses comme ça.
Les Et fusions Dragon Ball de ce monde, donc animalière. Et ce sera la deuxième pleine lune de mai, le 31 mai, car il y a 2 pleines lunes au mois de mai cette année. Nous avons ce qu'on appelle une lune bleue. Oui. Hmm. Donc, merci beaucoup, Simon. Merci à tous nos auditeurs, auditrices qui nous écoutent. N'hésitez pas à commenter, à partager, à faire des petits likes, à nous dire d'où vous venez, d'où vous nous écoutez et à nous faire des commentaires. On pourrait vous faire des shout-outs en ondes, bien sûr. Et merci beaucoup, Simon. Et on se dit à la prochaine pleine lune. Prochaine lune.